D'accord, je vous remercie. Je pense que dès le mois de novembre, au retour de la conférence internationale des bailleurs de fonds de Bruxelles sur le RCPCA, tout de suite, mon département, l'équipe qui travaille au niveau du ministère de l'Agriculture, avait commencé à évaluer les projets en fonction des différentes régions de notre pays parce que souvenez-vous, une des crises, une des causes de la crise que le pays a connue, c'est que les projets ne se retrouvaient pas dans toutes les régions. Il y a des régions qui sont délaissées. Et donc avec mon équipe, on avait travaillé sur les projets et les trois premiers projets que je peux qualifier des grands projets qui sont opérationnels, le premier, c'est vraiment le projet de relance de la production agro-pastorale PREPAS, qui est financé par le Fonds international de développement agricole, le FIDA, et qui travaille dans les sous-préfectures de Boire, de Baoro, de Boussam-Télé, de Yaloké. Et ce projet qui est financé à hauteur de 17 milliards de francs CFA sur 3 ans s'occupe vraiment de l'encadrement des petits agriculteurs qui sont dans la région pour la culture vivrière. Et donc ça, c'est un des projets qui sont vraiment issus après la conférence des bailleurs de fonds de Bruxelles. Et il y a un autre deuxième projet qui s'intitule le projet de relance agricole et au développement de l'agrobusiness PRADAC, financé par la Banque mondiale. Et ce projet travaille dans les préfectures de Luampende, de Luam, de Vakaga, de Bangiming Bangoran et une partie de la Waka. Et avec ce projet, je pense qu'on intervient non seulement auprès des petits agriculteurs, mais auprès des agriculteurs qui sont beaucoup plus consistants, hein, qui peuvent exploiter 10 hectares, 20 hectares, 30 hectares, et qui travaillent avec eux aussi pour la transformation des produits. Et le dernier projet aussi, vraiment issu de RCPCA, c'est le projet de développement des chaînes de valeur agricoles dans les savanes, qu'on appelle PADECAS, et qui est financé par la Banque africaine de développement agricole. Et donc, avec ce projet, on travaille dans les sous-préfectures de Bouda, de Boali, de Damara. Et donc, ces trois projets, vous voyez, ça nous permet déjà de travailler autour de le tiers des préfectures dont dispose la République centrafricaine. Et je pense au mois de février 2020, à Yaloké, le chef de l'État, le professeur Touadéra lui-même, il avait présidé le lancement de tous ces grands projets de développement agricole. Et je pense qu'au stade actuel, c'est vraiment les grands projets dirigés par le département de l'agriculture dans le cadre de RCPCA. Mais je pense qu'il faut aussi mentionner certains projets financés par le Fonds BECO de l'Union européenne. Mais ces projets, ça va directement avec les ONG internationales. Et donc, bien qu'on n'a pas le pilotage de ces projets, mais on sait que ces projets existent et c'est dans le cadre de RCPCA. Peut-être on pourra parler un peu après sur la coordination de tous ces projets. Oui, je pense que en ce moment, grâce à ces projets qu'on avait élaborés dans le cadre du RCPCA, ça a permis au département d'actionner les activités des structures nationales comme l'Institut centrafricain de recherche agronomique pour la production des semences. Les producteurs, les agriculteurs ont pour première semence, premier intrant, les semences agricoles. Et avant l'élaboration des RCPCA, c'est-à-dire avant 2017,
le pays était obligé d'importer des semences. Semences de maïs, semences d'arachide, semences de sorgho, semences de niébé, haricots. Et donc, avec ces projets, on a réussi à rouvrir les centres de recherche à travers le pays, dans la Loubaye, à Boire, à Boussangwa, à Pendé et à Boussambélé. Et donc, en ce moment, au niveau de ces centres, on produit des semences. Hein. Je pense qu'il y a 2 semaines, 10 jours, on avait utilisé ces semences pour approvisionner la région de Vakaga et de Bamingui-Bangoran. Ça, c'est un point important. Avant, ça n'existait pas. Un des points aussi dans la concrétisation de ces projets, c'est que durant la période de RCPCA, c'est la structure de conseil auprès des paysans qu'on appelle l'Agence centrafricaine de développement agricole, ACDA, qui s'est redéployée à travers le pays, dans toutes les 7 régions de la République centrafricaine. Et avec ces projets, les jeunes qui sont recrutés dans la fonction publique par le gouvernement sont dotés en moyens roulants grâce à ces projets. Et les coordinateurs, les directeurs régionaux qui sont dans ces sites aussi, ils ont le soutien de ces projets en moyens roulants. Et je pense que vous allez aussi constater au sein même de la concession du ministère de l'Agriculture les infrastructures, les bâtiments qui sont en train d'être... Il y en a qui sont déjà construits, d'autres qui sont en voie de construction, pour que le centre de commande des activités qui sont sur le terrain puisse être dans les conditions de travail au niveau central. Et on a même déjà amorcé la construction de ces infrastructures au niveau des régions, à Pumbaïdi, dans la Loubaye, et même à Boussangwa. Prochainement, on va commencer à construire les infrastructures là-bas. Je peux dire qu'avec tous ces projets, les grands projets que j'avais énumérés, ça a remis le département, ça a remis les activités agricoles en marche. Chose qui n'était pas le même quand on était arrivé avant l'élaboration de RCPC en 2016. Oui, je pense qu'avec l'accord de Khartoum, vous voulez parler de ça, à la fois de Khartoum et de Bangui, je pense que ça nous a permis de redéployer les personnels sur le terrain. Et surtout, ce qui avait affecté avant cet accord, c'est par exemple l'organisation de la filière café. Hein, dans la région de Basse-Koto, de la Ouaka, on n'avait pas accès à ces productions. Comme c'était des zones occupées, toutes ces productions étaient entre les mains des hommes armés et on ne pouvait pas. Le RCCPA, qui était la structure nationale qui devait contrôler les circuits de l'exportation des cafés, ne pouvait plus faire ce travail. Et ces hommes armés, ils ont créé leur ORCCPA bis dans leur région et ça a été un manque à gagner énorme pour cette structure de l'État. Et avec l'accord aussi, avec la paix qui est revenue, hein, c'était revenu quand même progressivement, on a réussi à envoyer nos agents dans la Vakaga et Bamingui-Bangoran. Et je pense que je l'avais déjà dit, hein, des camions quittaient Bangui avec des semences pour aller par Ndélé pour arriver à Birao. Et donc, je pense que ça, c'est des dividendes positifs de cet accord par rapport au secteur agricole qui désormais peut circuler à travers le pays et affecter les hommes d'appui conseil au niveau des paysans à travers le pays. Je pense que c'est vraiment fondamental. Je vous avais parlé un peu des projets qui sont réalisés avec le financement, par exemple, de fonds BICU, où des ONG sont recrutées, les ONG internationales sont recrutées pour intervenir au niveau des régions dans le domaine agricole. C'est très bon parce qu'au fait, on a besoin de ces appuis. Le problème sans la coordination est que
on n'a pas une information sur ce qu'ils font là-bas. Admettons que dans la région où ils sont, ils cultivent le niébé. Si on n'a pas les informations, on ne pourra peut-être pas mettre ça dans notre plan général pour transférer les semences de niébé qui est dans leur zone, dans d'autres zones qui sont dans le besoin. Et généralement aussi, on a des agents qui sont envoyés dans les régions. Et quand ces projets qu'on n'arrive pas à coordonner sont dans une région, et parfois ils travaillent avec nos hommes de terrain sans qu'on le sache. Et parfois ça peut amener des doublons, ça peut amener des... Il y a des cas où au niveau central, quand on a un appui d'un partenaire ou de l'État, sur les caisses de l'État, on a des moyens de déplacement, on affecte dans les régions. Mais parfois, on a des cas où, dans une région donnée, notre agent qui est là-bas, il travaille avec une ONG et il est déjà équipé. Et on lui envoie des choses. En fait, ça ne fonctionne pas bien. Et je pense que la vision au niveau de RCPCA de mettre l'accent sur la coordination sectorielle, ça vient à point nommé. Et maintenant, il faut que tous les acteurs du secteur qui ne dépendent pas de nous, qui reçoivent leur financement en direct, qu'ils soient disciplinés pour accepter, parce que généralement c'est ça, quand les gens n'acceptent pas donner les informations pour qu'on puisse mettre dans un grand ensemble, ça a des effets négatifs, des doublons, où on ne peut pas capitaliser ce qu'ils font. Et je pense que c'est ce que je peux dire par rapport à cette coordination qui s'impose, qui va venir à point nommé. Je pense que ça rejoint un peu la question que vous venez de poser là, qui précède par rapport à la coordination des projets dans le secteur agricole. Le projet au niveau de la jeunesse pionnière, ça dépend de la présidence de la République. Hein. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Mais on pouvait, s'il y a une bonne coordination, qu'on puisse intégrer les jeunes qui sortent de ces centres de formation sur le terrain. Parce qu'au fait, ils sont formés dans un centre. S'ils se sont spécialisés dans le domaine agricole, après leur formation, ils vont aller dans une région agricole pour s'installer. Et dans cette région agricole, ces centres n'existent pas. Ils vont être dans ces régions agricoles et c'est les agents de l'ACDA ou les agents de l'ICRA qui vont les recevoir. Et ça suppose que si déjà dans le programme de formation, dans le process de formation des jeunes dans ces centres, le département qui va les recevoir sur le terrain est impliqué, on pourra intégrer ça dans leur formation. Parce qu'on pourra dire, en prévision de ces enfants qui vont sortir, il nous faut aménager des terres dans leur région pour que, dès qu'ils reviennent au niveau des villages, ils soient installés. Et ça, si ce n'est pas prévu dans le projet, dès le début, ils sont formés, on les équipe, et puis ils reviennent, ils sont au chômage dans le village. Et c'est un gâchis. Et c'est pour ça que je pense que tout ce qui concerne les activités dans le secteur agricole, je pense qu'il faut qu'on ait... comme on dépend des départements différents, c'est tout à fait normal que chaque département autonome, il n'a pas de compte à rendre. Mais je pense qu'on doit se mettre au-dessus de ça pour pouvoir se parler et intégrer tous les aspects de l'environnement avant de mettre le projet en marche. Parce que dès que le projet est déjà déclenché, après on ne pourra plus rien faire. L'exemple des jeunes, ils sont formés, bien formés, ils sont lâchés, quand ils repartent au village, ils ne savent pas là où s'installer. C'est dommage. Oui, je pense que ce qu'il faudra savoir aussi, c'est que le RCPCA a été mis en route ou élaboré dans un contexte
pas normal, parce que c'était en période de guerre, où une partie du pays était occupée par les militaires, les groupes armés qui ont détruit les biens et tout ça. Et durant toute cette période de 5 ans, depuis 2017 jusqu'à maintenant, on a presque travaillé dans ce contexte de guerre. Et je pense que c'est tout à fait normal qu'on n'a pas pu être bon à 100%. Je sais qu'à un moment donné, ces centres de formation fonctionnaient avec les jeunes. Mais avec la dernière crise de CPC qui ont envahi le pays, ils ont détruit. Et avec l'intervention des CPC aussi, il fallait positionner des militaires au niveau de PK9, comme vous l'avez décrit. Et donc, il faut qu'on tienne compte de ce contexte. Et je sais qu'avec la remontée en puissance des FACA, avec les alliés rwandais, les alliés russes, où petit à petit, on a la sécurité à travers le pays, jusqu'à la frontière avec le Tchad, on peut dire, on peut maintenant travailler. On peut, quand la formation des jeunes va être reprise au niveau de ces centres, et si on intègre l'autre aspect tel qu'on l'a dit, de coordination, qu'on puisse se parler, comment faire pour que les jeunes, après leur formation, soient bons, il n'y aura pas d'autres CPC qui viendront détruire nos bases. Donc c'est pour ça que je pense que ce qui est arrivé, c'est une force majeure, c'est-à-dire la guerre, et qu'on tire la leçon, mais moi je suis convaincu que la paix qu'on est en train d'acquérir, c'est une paix durable, et désormais on ne pourra plus en pleine formation que les enfants décampent parce qu'on est en train de venir pour détruire leur site, quoi. Donc je pense qu'un peu c'est cette réponse que je pourrais vous donner. Je pense que l'initiative de mettre les motoculteurs à la disposition des producteurs, je pense que c'est la BAD qui l'a fait. C'était bon, hein, c'était louable, mais on n'avait pas suffisamment réfléchi sur le projet. Parce qu'au fait, un motoculteur ne rentre pas comme ça en brousse et puis ça travaille, hein. Un motoculteur, il faut d'abord choisir une parcelle et il faut d'abord défricher, dessoucher la parcelle. Ça a un coût. Et donc, si on remet un motoculteur aux agriculteurs, on n'a pas retenu leur parcelle pour défricher, le motoculteur va être égaré. Parce que les instruments qui vont être attelés à ce motoculteur ne pourront pas travailler le sol, est-ce que vous voyez? Et donc, je pense qu'il y a un problème sur la conception des projets qui sont en train d'être mis en œuvre. Et je vous assure qu'on est dans une situation où parfois c'est en pleine tournée qu'on se rend compte qu'il y a un projet agricole qui est dans une région donnée, financé par un bailleur de fonds qui se trouve en Suisse, en Italie et tout ça. Et après, on se dit, mais attends, est-ce qu'on a vu les autres aspects, tout ça? Mais il n'y a personne en face de toi pour parler de ça. Et donc, je pense que c'est très important, durant ce deuxième mandat du chef de l'État, de régler, hein. Il faut qu'il y ait une discipline dans ce secteur pour qu'il n'y ait pas de gâchis. Et justement, si les motoculteurs ne fonctionnent pas, comment on peut avoir des entrepreneurs? Parce que pour qu'il y ait des entrepreneurs, il faut qu'ils aient des matériels appropriés selon un process d'exploitation pour qu'ils puissent rendre ça rentable. Et tel que ça se pratique encore en ce moment, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de parler. Et je regrette aussi le fait que généralement pour ce type de projet, on dit qui paie commande. C'est les bailleurs qui donnent l'argent qui disent ce qu'il faut faire. Et généralement, ces bailleurs, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et donc, ils demandent à faire quelque chose qui n'existe pas. Et le résultat, c'est ce que vous voyez. Vous avez vu, les motoculteurs, on les a mis en place.
Il y avait un essai même de la mécanisation agricole où on a travaillé chez les paysans. Mais on n'avait pas tous les matériels qu'il faut pour passer avant les tracteurs, avant les charrues. Il faut un bulldozer. Si ce n'est pas un bulldozer, il faut mobiliser les gens pour défricher, les topographes. On n'a pas fait tout ça. Mais quand on veut faire tout ça, les préalables avec tout ce qu'il faut pour que ça marche, aucun bailleur de fonds donne l'argent. Les bailleurs de fonds, ils donnent l'argent sur ce qu'ils veulent. S'ils veulent amener un tracteur, ils l'amènent. Si ça marche ou ça ne marche pas, il n'y a pas de... Mais au fait, ça, c'est les réalités qui sont là et qui donnent l'impression qu'il n'y a pas un travail qui est fait. Mais je pense qu'il y a un problème pour qu'il y ait une véritable coordination. Et là, pour moi, au niveau du département, on a travaillé sur le document de la coordination et je pense qu'on avait déjà on a déjà réglé tout ça. Le Premier ministre a déjà signé le papier. Bon, maintenant, il faut que tous les acteurs du secteur agricole puissent accepter qu'on puisse s'asseoir pour voir les détails, tout ça. Il y a un égoïsme dans le travail. Chaque bailleur de fonds veut faire ce qu'il veut. Même s'il parle de coordination, il faut coordination, mais quand il faut s'asseoir pour voir ce qu'il faut faire, parce que quand on va s'asseoir, ce n'est pas à 100% ce que tu veux que tu vas faire. Tu seras obligé de tenir compte de l'autre, modifier un peu ce que tu dois faire, et généralement, les partenaires, ils n'aiment pas ça. Au niveau des mains cadres, au niveau du département ici, dans l'organigramme du département, on a une direction générale de suivi et évaluation des projets, avec toute une direction, avec toute une équipe. Et on a aussi au niveau du cabinet chargé de mission en matière de politique agricole. Et au niveau de RCPCA, ces deux responsables, le chargé de mission en matière de politique, et c'est une dame, la directrice générale de suivi et évaluation, il siège à toutes les réunions de RCPCA. C'est au fait, la directrice, elle a les données sur tous les projets qui existent ici. Et quand elle est au niveau de RCPCA, c'est elle qui fournit la base de données, toutes les statistiques qui sont là. Et jusqu'à là, le problème ne se pose pas. Depuis que l'organisation est ainsi faite, il n'y a pas eu de faille à ce niveau-là. Bon, je pense que c'est aussi, ça c'est un dysfonctionnement entre... En fait, ce n'est pas au ministère du Plan d'aller sur le terrain. Vous le savez, non, pour travailler avec les paysans. Ça, c'est du domaine du ministère de l'Agriculture. Et donc, c'est un dysfonctionnement. Et je pense que ce projet aussi n'avait pas été bien réfléchi parce que je me rappelle quand le projet était en place, moi-même j'y étais et je me suis rendu compte qu'au fait, les terroirs, les 110 hectares que vous avez vus là, ça n'appartient pas aux paysans. C'est pour un privé. Donc, au fait, le projet dirigé par le ministère du Plan est parti travailler le terrain d'un particulier pour demander aux paysans de venir exploiter. Ça, c'est un. Et maintenant, quand à un moment donné, la production était presque à la fin, le propriétaire du terrain, il veut récupérer les 2 tiers de la production parce que c'est son terrain. Est-ce que vous voyez? Deuxième problème et troisième problème maintenant, comme cette quantité de maïs devait être payée par un privé, c'est lui qui fait la loi. Parce que les réunions des experts du ministère de l'Agriculture et du Plan ont arrêté qu'1 kilo de maïs sorti, pour que ça soit intéressant pour le paysan, il faut payer à 200 francs. Mais le privé, lui, achète à 100 francs, au plus 150. Et dans ces trois problèmes, le terrain ne leur appartient pas. Le propriétaire du terrain veut récupérer 2 tiers de la parcelle et le prix de vente, 200 francs, c'est ça, mais c'est tout à fait normal que les gens après ils le désistent. Et donc c'est pour ça que moi je pense que le plan doit chercher les financements. Il laisse le ministère de l'Agriculture avec les experts agricoles pour voir tous ces contours en matière foncière, en matière de sociologie rurale,
pour régler les problèmes en matière de mécanisation. Et il ne faut pas aussi que les projets de l'État soient confiés à un privé. Parce que je sais que sur ce projet, le financement que BAD avait, il avait remis ça à Usaka. Mais Usaka, c'est un privé. Lui, si c'est pour prendre le maïs gratuitement, il va prendre pour gagner de l'argent parce qu'il va vendre la farine. Donc je pense aussi que le plan, c'est un dysfonctionnement de la part du plan et même de la part des bailleurs qui donnent l'argent à un privé qui est dans le besoin de matières premières, c'est lui qui finance les annonces. Il y a un problème qui se pose. Il faut financer les agriculteurs et maintenant les agriculteurs, eux, ils discutent avec l'acheteur en toute indépendance. Et ça, ce n'est pas le travail. Ça, le ministère de l'Agriculture, il y a des professionnels qui connaissent ça. Parce que ça prend à l'école. Mais le ministère du Plan, lui, il est dans la coopération, hein, ce n'est pas son travail. Je pense que ce que je voulais dire, c'est que le secteur agricole ne peut pas fonctionner en solitude. Il fait partie du pays. Et donc, si l'aspect sécuritaire du pays, l'aspect environnemental, économique du pays ne fonctionne pas bien, le secteur agricole va prendre un coup. Et donc, je pense que c'est ces difficultés qu'on avait eues durant ce premier quinquennat du professeur Touadéra. Mais ça nous a permis d'avoir des fondations de travail, comme je vous ai dit, hein, que tout ce qu'on a eu à faire en matière de conseil agricole, en matière de recherche pour les semences, les bonnes semences, avec le retour de ces bailleurs de fonds, ça c'est les acquis de ce premier quinquennat. Et il nous reste maintenant à rendre une cohérence, une bonne articulation entre tous ces acquis. Et je pense qu'à la fin du deuxième quinquennat, le pays va être beaucoup plus avancé que la situation actuelle.